Elmar Brok a déjà pris la parole, alors on pourrait lui demander de continuer tant qu'à faire. Et inutile de vous le présenter, vous le connaissez tous. Il est venu au Parlement en 1980 et il a été le député ayant le plus d'années de service au Parlement européen. Moi, je n'ai réussi à être ici que 35 ans et M. Brok 39. Mais j'ai un petit avantage. Moi, j'ai commencé en 79. Donc nous nous retrouvons grosso modo sur un pied d'égalité. Mais Elmar Brok sera toujours, et je pense que pour nous tous, il sera le député qui aura été le plus longtemps au Parlement européen. Elmar Brok, si ma mémoire est bonne, a participé à toutes les conférences intergouvernementales depuis la première élection du Parlement au suffrage universel direct, et l'Union européenne ne serait pas ce qu'elle est sans Elmar aux conférences intergouvernementales. Il a présidé le groupe du PPE à la Convention et je pense que nous devons vraiment le remercier pour ce qu'il a fait pour l'Union et pour l'unité de notre continent. Elmar, je vous donne donc la parole. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci beaucoup, Hans-Gert. Je parlerai allemand, moi. On m'a dit que c'était autorisé. Et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je tiens à remercier Heidi pour tout ce qu'elle a dit, mais je reviendrai sur l'idée du candidat tête de liste. C'est une contrainte juridique découlant du traité de Lisbonne. La question des listes transnationales n'a toujours pas eu de majorité, même au Parlement européen. Donc on ne peut pas rendre ici, on ne peut pas établir la moindre conditionnalité. Et s'il n'y a pas eu le processus du candidat tête de liste, c'est à la faute du Parlement. Parce que le Parlement n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un candidat. Alors, on ne peut pas condamner le Conseil, on ne peut pas condamner Macron. Macron et Sanchez ont utilisé leur groupe au Parlement européen pour détruire l'idée du candidat tête de liste. Mais les groupes au sein du Parlement européen doivent d'abord accepter de se laisser manipuler ou de se mettre au service de dirigeants nationaux. Non, c'est le Parlement européen qui a échoué, qui n'a pas réussi à utiliser les droits qui étaient les siens. Et je vous le dis ici très clairement, sans embâche. Aucun alibi. La question qu'on nous a posée aujourd'hui mériterait plus de temps que ce qui m'est imparti. Le Parlement européen, en matière de politique étrangère et de sécurité, et j'inclus en fait ici aussi la politique commerciale, etc., parce que c'est selon moi un seul instrument très général. Le Parlement européen, en la matière, n'a que très peu de capacités législatives. Les capacités législatives sont là pour la répartition des crédits, pour la politique de voisinage, pour la politique de développement. Alors heureusement, le budget de l'aide au développement fait partie du budget général désormais et donc le Parlement peut exercer son influence. Mais ceci revient à dire que l'exécutif a gardé la main en matière de relations extérieures. Et l'exécutif doit bien comprendre que pour avoir de l'argent pour financer sa politique étrangère, il doit passer par le Parlement. Et ça, c'est un instrument important que le Parlement peut utiliser pour exercer des pressions si nécessaire. Et ensuite, l'autre influence du Parlement européen, c'est que il doit ratifier tous les traités avec des pays tiers. Pas seulement les traités commerciaux, mais aussi les traités d'association, les traités d'adhésion, les traités d'association politique. Tout ceci doit être ratifié par le Parlement européen. Et ce sont donc deux leviers ici au service de la diplomatie parlementaire. Si l'exécutif est raisonnable, elle utilise le Parlement pour avoir l'accord du Parlement.
comme le Parlement doit ratifier, donner son feu vert financier, un bon négociateur pourrait peut-être influencer ses collègues pour dire voilà, il faut faire preuve de plus de souplesse, de plus de générosité, puis sinon ces abrutis du Parlement européen pourraient encore refuser de ratifier. Ah donc, lutter un peu contre le pouvoir de nuisance qu'aurait le Parlement européen. Non, on pourrait ici avoir un petit jeu des gentils et des méchants. Le Parlement européen pourrait exercer son influence sur la force qu'aurait la position prise par l'Union en matière de politique étrangère. Des fois ça a été fait, mais bien trop rarement. Du côté de l'exécutif, notamment si le Conseil s'y mêle encore, préfère renoncer à des avantages de négociation que de céder quoi que ce soit face à ce Parlement. Ce qui des fois est stupide de la part du Conseil et de la Commission. Puis ensuite, le Conseil doit être disposé, et là, il y a des négociations que Mme Lang et moi ont menées, mais qui ont échoué, à savoir permettre au Parlement d'accéder à des documents classifiés. Trop longtemps, le Parlement s'est laissé mener par le bout du nez et il est grand temps maintenant que nous allions devant la Cour européenne de justice. Pour que l'exécutif respecte nos droits. Là, le Parlement a fait preuve de beaucoup de mollesse. Lang et moi-même avons laissé ceci de côté avant les élections. Mais les négociations sur la question ont échoué. Et puis, la commission spéciale présidée par le président de la commission des affaires étrangères plus 5 députés a accès aux documents classifiés. Mais cette possibilité n'est pas suffisamment utilisée. Il y a eu, avec Mme Mogherini, une plus mauvaise communication qu'auparavant. Et ceci était tout à fait contraire aux accords qu'il y a eu lors de la création du SEAE. Là aussi, le Parlement européen, de toute évidence, n'est pas assez cinglant dans ses exigences pour que le respect des droits du Parlement soit acquis. Ensuite, en 2010, lors de la création du SEAE, où il y avait accord entre le Parlement, le Conseil et la Commission, nous avons imposé une certaine répartition des postes au SEAE. Combien de fonctionnaires venaient des ministères des Affaires étrangères, combien venaient des institutions européennes, y compris le Parlement européen. J'ai l'impression que lors des 2 dernières années, de plus en plus, les positions de pointe dans les ambassades, les postes les plus importants sont occupés par des représentants du Conseil, qui, du coup, maîtrisent les dossiers. Parce que dans l'accord, il est écrit clairement que tout d'abord, il y a une certaine clé de répartition, et de toute évidence, celle-ci n'est pas respectée, le Parlement n'exigeant pas que cette clé de répartition soit respectée. D'ailleurs, la Commission ne le demande pas non plus. Mais le SEAE ne travaille pas encore vraiment avec un esprit de sens communautaire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas réussi à faire en sorte que lorsqu'un diplomate national travaille pour le SEAE, il peut, en toute autonomie, représenter l'Union. Ces personnes ne sont là que pour un mandat, pour une durée fixe, renouvelable une fois. Pourquoi? Parce que les ministères des Affaires étrangères des différents pays veulent garder la loyauté de leurs fonctionnaires. Et lorsqu'ils rentrent d'un poste pour l'Union, ils sont promus. Donc c'est donc une méthode qui permet aux États membres d'éviter la création d'une loyauté européenne au sein du SEAE. C'est bête comme chou. Et si le Parlement et la Commission n'abordent pas cette question en toute franchise, ils s'affaiblissent. Et on le voit beaucoup. On le voit beaucoup lorsque on finit par discuter avec les ambassadeurs. Il y a un moment donné où ils font marche arrière. Lorsque l'on voit ensuite le rôle particulièrement présent des ambassades nationales, c'est encore plus net. Parce que nos 2 hauts représentants n'ont presque
presque rien fait qui n'ait pas au préalable l'accord des 27 ou 28 ambassadeurs. Si chaque fois qu'ils veulent faire une communication de presse, elle est passée au peigne fin par les autres ambassadeurs des pays membres de l'Union, et que l'on veut éviter toute confrontation et que l'on veut essayer d'attendre jusqu'à ce que le problème se résolve tout seul, on finit par avoir des déclarations de presse molles. Et si le ministre européen des Affaires étrangères, qui n'est pas seulement un représentant, mais qui est également vice-président de la Commission, c'est quand même une double casquette à ne pas oublier, parce que cette personne participe directement au contrôle exercé par le Parlement européen, comme n'importe quel autre commissaire. Et le Parlement, ici, joue un rôle important, un rôle de contrôle important. Et c'est la même personne, et nous ne devons pas la scinder en deux à cause des deux casquettes qu'elle porte. Alors, comment est-ce que le Parlement pourrait utiliser ceci? Eh bien, moi j'ai eu l'occasion un jour de voir quelque chose de très constructif avec Mme Mogherini sur l'Iran. Le Parlement avait joué à l'époque un rôle très actif en matière de diplomatie parlementaire, en accord avec la haute représentante. Les frères Lavrechani, vous connaissez le rôle qu'ils jouent en Iran entre le président et la garde présidentielle. Lavrechani a dit qu'il allait être d'accord avec un accord qui serait accepté par le Parlement. Là, il y avait eu une marge de manœuvre qui aurait pu être utilisée et je pense que nous pouvons l'utiliser bien davantage encore. Mais alors, comment nous tourner vers l'avenir? Eh bien, la politique commerciale, j'en ai parlé. Pour l'instant, nous nous trouvons avec un conflit fort entre deux grandes structures, la Chine et les États-Unis. J'étais à Thaïlande et en Australie la semaine dernière, et de plus en plus, on se rend compte qu'il n'y a plus de stratégie occidentale parce qu'il n'y a plus d'Occident. Force est de constater que si nous n'avons pas une idée de génie, nous allons en Asie de plus en plus être sous la volonté de la puissance dominante asiatique, la Chine. Donc si plus personne n'est là pour protéger qui que ce soit, tous les pays de cette région se tournent de manière presque naturelle, s'il y a eu une nature dans les processus historiques, on se tourne vers la puissance locale. On se soumet, ou du moins on ne s'oppose plus à cette future puissance régionale. Et ceci finit par créer une dynamique qui permettra aux Chinois de mettre sous leur influence ce qui permettra à la Chine de mettre toute la région sous influence. Et cette région inclura même l'Amérique latine si nous ne faisons rien. Alors, il faudrait peut-être faire une espèce de G3. À l'époque, lors du conflit Est-Ouest, il y avait les pays neutres. Et maintenant, on pourrait avoir une Europe neutre entre la Chine et les États-Unis. Mais du coup, la politique commerciale, la politique avec des accords politiques, avec des accords d'association, comme on l'a fait avec le Japon, seraient des instruments qu'il faudrait utiliser avec tous les pays. Tous les pays qui misent sur un multilatéralisme réglementé. On pourrait avoir des contrats bilatéraux de l'Union avec ces pays et ces pays entre eux. Et ce multilatéralisme serait un contrepoids à des pays qui veulent contrôler leurs relations uniquement en se fondant sur leur puissance et sur leurs intérêts. Les Américains utilisent leur puissance et leur pouvoir par le biais de sanctions dès qu'ils estiment que leurs intérêts sont bafoués. Ils laissent l'OMC mourir de sa belle mort et les Chinois, de leur côté, exercent une politique importante de pression dans les mers de Chine du Sud et se lancent dans une confrontation
un vrai bras de fer pur et simple avec les Américains. Alors sommes-nous, nous, Européens, capables de gérer une politique commerciale stratégique? Après l'échec du TTIP, nous avons commencé. Alors il y a eu des négociations avec le Japon qui vont aboutir, avec le Vietnam. Et on va également finir les négociations avec le Mercosur. Nous sommes en train d'accélérer les négociations avec l'Australie. Sommes-nous donc capables de disposer ceci pour en faire un concept? Nous ne pouvons pas proposer de remplacer les Américains en matière de politique militaire, mais nous sommes la plus grande puissance commerciale et nous pouvons peut-être passer encore par un tel système multilatéral qui doit sans cesse être capable de se faire entendre au sein de l'OMC si nous voulons que cette dernière puisse à nouveau être efficace. Et là, nous créons une politique avec des mesures de protection, ce qui permettrait d'échapper à la politique de menaces, de sanctions et de pression des deux autres. Mais ceci revient également à dire qu'au Parlement européen, on envisage ce point de vue géostratégique. Je vais vous donner un exemple précis. Et je sais que ça suscite des émotions profondes chez d'aucuns. Que faisons-nous avec le Mercosur? Sur le plan géostratégique, le Mercosur, ce n'est pas que le Brésil et Bolsonaro. Et alors on refuserait de ratifier l'accord avec le Mercosur parce que la politique de Bolsonaro ne nous plaît pas. Il fait brûler les forêts. Alors nous sommes certainement d'accord. Il faudrait protéger les forêts et nous sommes d'accord pour dire que la politique de Bolsonaro n'est pas bonne. Mais attention, si nous ne ratifions pas l'accord avec le Mercosur, les seuls gagnants seront Washington ou Pékin. Est-ce que nous nous plaçons dans un tel contexte stratégique? Lorsque je regarde le Parlement autrichien, qui a déjà à l'unanimité rejeté la ratification, j'en attrape la jaunisse. Il n'y a pas ici de vision générale de géostratégie. Et les débats se déroulent de la même façon au sein des groupes du Parlement européen. Alors je vous demande quand même de pouvoir réfléchir en profondeur au Parlement européen. On pourrait utiliser ceci de manière raisonnable après l'arrêt sur Singapour, sur des traités Europe seulement. 80-90% de ces traités commerciaux et d'association seraient faits selon le droit européen, donc ils ne seraient ratifiés que par le Parlement européen et les autres questions passeraient par un deuxième traité qui, lui, pourrait être ratifié dans les parlements nationaux. Mais la Wallonie ne pourrait plus s'opposer à un traité commercial signé par l'Union européenne. Je crois que ça aussi, il faut y réfléchir de manière raisonnable. Comment gérer ceci? Comment permettre à l'Union d'agir? On se rend donc compte qu'il n'y a pas que le principe d'unanimité, mais je crois qu'il y a également au Parlement européen besoin d'une prise de conscience véritable. Les décisions à la majorité, oui. Je pense qu'il y a une ouverture. J'ai l'impression que le nouveau haut représentant et vice-président, M. Borrell, qui a été président du Parlement européen, souhaiterait travailler avec une absence constructive. C'est dire qu'on n'est pas d'accord, mais qu'on s'abstient. En disant qu'on n'est pas d'accord. Je crois que ce sera la prochaine étape qu'il faudra avec un moyen de pression à utiliser. Ensuite, le traité de Lisbonne stipule que le Conseil peut décider à la majorité en matière de politique étrangère si le haut représentant déclare que la décision se fonde sur des décisions stratégiques préalables du Parlement européen. Ça figure dans les traités. Et le Conseil européen, ces 5 ou 6 dernières années, a pris beaucoup de décisions stratégiques. Alors ces décisions, il faut maintenant les examiner sur la base d'une décision de principe du Parlement européen. Pour des raisons que je n'ai jamais comprises, Mme Mogherini a refusé de s'engager sur cette voie alors que la Commission Juncker a exercé des pressions pour qu'elle le fasse. Je pense que ce sont des démarches importantes et le Parlement devrait prendre en l'occurrence le taureau par les cornes. On peut faire tout ça sans modification du traité.
Tout ce dont je viens de vous parler maintenant peut se faire sans modification des traités. Et je pourrais vous donner d'autres exemples. La question de la politique étrangère. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, avec la coopération structurée permanente que le Parlement a obtenue au traité de Lisbonne, nous avons la majorité, les décisions à majorité. Nous l'avons imposée lorsque la Grande-Bretagne a fini par s'abstenir de manière constructive alors qu'elle avait toujours bloqué. Et on voit maintenant les premiers pas de la coopération permanente structurée. Et si Madame von der Leyen met en place une direction générale défense et coopération, eh bien, c'est parce que le Parlement européen l'aura exigé et nous aurons à ce moment-là une nouvelle dimension dans notre politique européenne et nous pourrons davantage européaniser la politique étrangère. Mais là, il s'agit d'abord de mettre en avant la politique européenne. Konrad Adenauer, le premier chancelier fédéral, en 1965, dans un discours à Bruxelles, devant les associations catholiques, a déclaré qu'à la longue, un accord à 100% des intérêts européens et américains ne se fera pas. Et que donc, pour compléter la coopération transatlantique, l'Union européenne devait développer ses propres capacités, y compris la politique de la défense, pour assurer son avenir. Et c'est ce qu'avait demandé en 1965 le chancelier fédéral de l'époque. Et je pense que le Parlement nouvellement élu a une grande marge de manœuvre pour exercer son influence sur la politique étrangère, la politique de développement, la politique de sécurité. Je vous remercie pour votre attention.